Andrés Gómez couronné, premier titre pour l'Équatorien Roland Garros. Participation massive aux premières élections libres en Bulgarie, scrutin capital pour l'avenir économique du pays. Il faut remélanger les riches et les pauvres au centre des villes, la nouvelle croisade de l'abbé Pierre. Bonsoir, mais tout de suite, la honte et la stupeur à la gendarmerie de Bordeaux. Philippe Bert, ce gendarme frappé et blessé par des motards en colère parce qu'il venait de renverser une moto. Ce gendarme était ivre au volant de sa voiture de patrouille lorsque s'est produit l'accident qui a fait 2 blessés. Enquête à Bordeaux, Christophe Hutto. Le gendarme Philippe Bert, frappé par des motards en colère dans la nuit de vendredi à samedi parce qu'il venait de percuter une moto, était en état d'ébriété selon le colonel Guéganton. Comme dans tous les accidents de la circulation, tous les contrôles sont effectués, y compris les contrôles d'alcoolémie sur les gendarmes. Or, en l'état actuel de l'enquête, il semble que l'état d'ébriété soit confirmé. Alors, une enquête de commandement a été immédiatement ordonnée. Toutes les conséquences disciplinaires et statutaires seront tirées. Et ceci, bien sûr, sans préjuger des conséquences judiciaires qui peuvent découler de l'enquête en cours, en tout état de cause. La gendarmerie fera toute la lumière sur cette affaire. Selon plusieurs témoins, c'est au moment où le conducteur de la patrouille est sorti de la 505 que les motards se sont aperçus que le gendarme était ivre. Aussitôt, la foule indignée et révoltée par ce qu'elle venait de voir saccageait la voiture et frappait le conducteur. Le témoignage d'un motard. Ce gendarme était titubant, présentait vraiment un état d'alcoolémie et un état d'ébriété avancé. De toute façon, il ne tenait pas debout, il sortait son arme, il disait « prenez mon arme ». Ne touchez pas à la voiture, mais si vous voulez, cassez-moi la figure, etc., etc. C'était ça, quoi, hein, en ces termes-là, quoi. Et puis, apparemment, il a l'air de s'en foutre, quoi, ni plus ni moins. Et puis, il répondait qu'il était carrément ivre. Ça a été ses paroles. Aujourd'hui, les 2 jeunes gens qui ont été percutés par la voiture de gendarmerie sont à l'hôpital, souffrant de fractures aux jambes. Dossier enfin bouclé dans l'affaire Simone Weber, accusée d'avoir tué mari et amant. Simone Weber va probablement passer devant les assises de Lorraine après 5 ans d'instruction et autant de détention provisoire. À Nancy, Marc-Antoine Valverde. La dame au col de fourrure, Simone Weber, attend la cour d'assises. Après presque 5 ans d'instruction, le juge Thiel a bouclé son dossier. Pour l'assassinat de Bernard Etier, l'amant de Simone Weber, l'empoisonnement de Marcel Fixard, son ex-mari, et pour divers faux en écriture, le juge Thiel demande à la chambre d'accusation de Nancy d'envoyer Simone Weber devant la cour d'assises. Emprisonnée depuis 4 ans et 7 mois, Madame Simone Weber a toujours clamé son innocence. Pour la défense, la fin de l'instruction est un soulagement. Madame Simone Weber a appris avec soulagement, un vif soulagement, la fin de son instruction, la fin de cette désespérément longue instruction, marquée par des phases intensives de recherche de l'indice, mais aussi bien souvent plongée dans de longues périodes d'immobilisme. Si la chambre d'accusation envoie Simone Weber en cour d'assises, elle risque la perpétuité. À l'étranger, à Londres, un attentat à la bombe probablement signé par l'IRA a fait 17 blessés, des civils hier soir dans un immeuble appartenant à l'armée britannique. Commentaire, Jean-Jacques Malmanche. 23h15, hier soir dans la banlieue nord-est de Londres, une violente déflagration interrompt une soirée anniversaire dans un immeuble de l'armée. C'est une bombe qui vient d'exploser sur le toit de la Royal Artillery Company, le siège londonien de l'armée territoriale. Bilan, 17 blessés dont un grave. Bien qu'il n'y ait pas eu d'avertissement ni de revendication pour l'instant, les soupçons de Scotland Yard se portent aussitôt sur l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui au cours de ces dernières semaines a revendiqué plusieurs attentats. Souvenez-vous, le 1er juin dernier, un soldat de 18 ans tué en gare de Lichfield, au centre de l'Angleterre. Quelques heures plus tard, un autre militaire basé en Allemagne, abattu devant son domicile à Dortmund. Et puis, une semaine plus tôt, aux Pays-Bas, les 2 touristes australiens, pris pour des militaires britanniques, avaient été tués par un commando de l'IRA. C'est pourquoi l'attentat de cette nuit, le 4e en 3 semaines, laisse penser aux autorités de Londres que le mouvement républicain irlandais a décidé de multiplier ses offensives. L'IRA qui déclarait récemment « Tant que les troupes britanniques resteront en Irlande, de telles attaques continueront ». En Angleterre, toujours à Bristol, un homme et son bébé ont été blessés lorsqu'une bombe placée sous une voiture a explosé cet après-midi.
Près de 90% de participation. On a voté en masse aujourd'hui en Bulgarie. Premières élections libres là aussi depuis 44 ans, dont l'enjeu est capital pour le pays, en proie à une grave crise économique. Il s'agit du maintien ou non au pouvoir de l'ancien parti communiste rebaptisé aujourd'hui Parti socialiste bulgare. Commentaire, Éric Thibault. Atmosphère de fête en Bulgarie pour les premières élections libres depuis 44 ans. Les électeurs bulgares se sont massivement rendus aux urnes. Dès 7 h ce matin, les longues files d'attente se formaient devant la plupart des bureaux de vote. En province, il a d'ailleurs fallu commander de nouvelles urnes. Mais dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les Bulgares avaient le choix entre le bulletin rouge du Parti socialiste, le PSB et le bulletin bleu de l'Union des forces démocratiques qui rassemble 16 partis d'opposition. Le PSB dispose d'une confortable avance dans les sondages. Tous ses leaders sont d'anciens communistes. On ne connaîtra la composition définitive du nouveau Parlement bulgare que lundi soir. Seul chiffre connu pour l'instant, le taux de participation. Presque 70% des Bulgares avaient voté 3 heures avant la clôture du scrutin. Au Pérou, le second tour de l'élection présidentielle a débuté aujourd'hui sous haute surveillance militaire et policière. Importantes forces de l'ordre, vous le voyez, qui ont été déployées dans les grandes villes pour cette consultation électorale qui doit départager l'écrivain Mario Vargas Llosa, qui représente le courant conservateur, et l'ingénieur agronome Alberto Fujimori, qui représente un courant indépendant. Dans moins de 48 heures, premières élections pluralistes depuis 1962 en Algérie. 13 millions d'hommes et de femmes appelés aux urnes pour des élections régionales et municipales. Première étape démocratique donc en Algérie, obtenue au prix de nombreuses émeutes en 1988. Événement qui avait fait plusieurs centaines de morts. Morad Aïtabouche. 5 octobre 88, révolte et explosion dans les rues d'Alger. Une jeunesse qui déferle dans toute l'Algérie pour crier son désespoir et son mal de vivre. Des émeutes réprimées dans le sang, mais qui vont réussir à dynamiter un quart de siècle de parti unique. Le FLN fléchit. 3 mois après, avec la bénédiction du président Chadli, le multipartisme est inscrit dans la Constitution. Une vingtaine d'associations à caractère politique sont agréées. Parmi elles, le FIS, le Front islamique du salut, le premier parti islamique reconnu dans un pays du Maghreb. Malgré l'avènement du multipartisme, l'Algérie vit toujours aussi mal. Mais les Algériens peuvent parler, et ils le font. Normal, ils ont 25 ans de silence à rattraper. Tous veulent faire entendre leur voix, toutes les idées s'expriment. Décembre 89, pied de nez du RCD au FLN, le Rassemblement pour la culture et la démocratie réussit à organiser le premier meeting politique libre et démocratique. Cela se passe au Club des Pins, autrefois réservé au Front de Libération Nationale. Ensuite, les manifestations vont se multiplier. La rue devient un formidable enjeu. Après le Front islamique du salut, le FLN, vient le tour du FFS, le parti d'Aït Ahmed. Querelle de chiffres, tous les mouvements veulent montrer leur force. 100 000, 1 million, la surenchère dépasse l'entendement, mais le pays fait tout simplement l'apprentissage de la démocratie. Un apprentissage difficile, les petits partis sont mal implantés et en pleine phase de structuration. Le 12 juin, pour les premières élections libres, seuls le FLN et le FIS ont des candidats partout, un avantage indiscutable. Politique en France, Raymond Barre, invité ce soir du Club de la Presse d'Europe 1, vient d'approuver la politique de Michel Rocard en matière de négociation salariale. Écoutez, c'est un hommage. J'approuve la formule utilisée par le gouvernement qui est celui des négociations par branche. Négociation des salaires réels avec un salaire de départ qui doit être d'ailleurs nuancé à mon avis selon qu'il s'agit d'un salaire pour les jeunes ou de salaire pour des gens formés. Il y a là un admirable sujet de négociation collective. Et je ne suis tout à fait... autant je suis opposé à des hausses du SMIC, parce que l'on transforme de plus en plus de gens en smicards, autant je suis partisan de négociations par branche qui tiennent compte des possibilités diverses des entreprises, mais qui permettent d'améliorer la situation de ceux qui aujourd'hui touchent vraiment très peu. Et social encore, l'abbé Pierre s'insurge contre les ghettos dans les grandes agglomérations. Il faut remélanger les riches et les pauvres au centre des villes, dit-il. Visite ce matin dans Paris, Anne Gouraud. 40 jours après avoir été expulsés, les squatteurs de la rue des Vignoles et de la Fontaine-au-Roi campent toujours dans les rues de Paris. 65 familles, soit quelques 300 personnes réfugiées dans le square de la Réunion et devant la mairie du 19e.
65 familles qui viennent s'ajouter aux 400 000 sans-abri et aux 2 millions de mal logés en France. 65 familles pour lesquelles l'abbé Pierre a décidé de se battre encore une fois. 36 ans après son premier combat, le créateur des Compagnons d'Emmaüs affronte à nouveau l'indifférence des élus et la détresse des pauvres. Seulement cette fois, à 78 ans, l'abbé Pierre n'intervient plus directement sur le terrain. L'hiver 54 est loin. Communiste. 2 points immédiats, le relogement des familles expulsées et plus d'expulsions sans avoir relogé. Et à plus forte raison, comme dans le 19e, l'expulsion est motivée par un sinistre. Mot d'ordre, dernière consigne, ultimes encouragements. Le 16 juin prochain, il sera aux côtés des squatteurs de l'Est parisien pour manifester contre les expulsions à répétition. Les sports, la consécration pour l'équatorien Andrés Gómez, vainqueur cet après-midi à 30 ans des internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Première victoire pour Gómez dans un tournoi du Grand Chelem. Il a renvoyé Agassi à ses chères études en 4 manches. Commentaire, Alain Dorgans. Premier tournoi du Grand Chelem pour Andrés Gómez, l'équatorien qui a grandi sur la terre battue de Guayaquil, sera couronné à l'âge de 30 ans sur celle de Roland-Garros. André Agassi, Andrés Gómez, l'Amérique a réglé ses comptes au cours d'un combat nord-sud. Une finale à contraste, 2 approches du tennis différentes, le tennis physique d'Agassi, Gómez, un joueur au fin toucher de balle qui s'imposera dans le premier set, 6-3. L'équatorien, un dilettante rompu à toutes les roueries du circuit, a joué sur un faux rythme, anesthésiant le jeu d'Agassi. Fébrile durant le premier set, Agassi se ressaisira. Sa rapidité de placement et son revers à 2 mains lui permettront de s'octroyer le deuxième, 6-2. Andrés Gómez tendra alors sa toile d'araignée, fixant Agassi, le maintenant en fond de cours, pour mieux le surprendre. L'Américain dominateur tombe dans le piège de Gómez. Agassi, l'arroseur arrosé, concède le 3e set 6-4. Gómez, maître du jeu dans le 4e, engrange des points précieux. L'Équatorien s'est frayé le chemin de la victoire, acquise en 2h30 et en 4-7, 6-3, 2-6, 6-4, 6-4. Roland Garros s'est offert en la personne d'Andrés Gómez, un vainqueur pour le moins inattendu. À mes côtés, un journaliste de FR3, celui qui connaît probablement le mieux en France, sinon au monde, les tennismen et les tenniswomen. Nelson Montfort, pendant 2 semaines, ils sont venus vous confier leur joie et leur tristesse, j'allais dire spontanément en sortant du cours. C'était aussi spontané que ça? Oui, c'est pas toujours complètement spontané. La première réponse que je leur fais, c'est un peu « thank you for coming », merci d'être là, car il n'y a pas vraiment de règles obligatoires pour un joueur de venir. C'est un peu une coutume. C'est plus rare, évidemment, pour les battus. Les vainqueurs se plient généralement assez bien au supplice, entre guillemets, de l'interview. Mais enfin, en général, je ne les attaque pas de front dès la première question. Alors, vous êtes expert pour apprécier la qualité de leur anglais. Ce qui m'a frappé, c'est que même les plus jeunes, la jeune yougoslave Monica Seles, par exemple, parle un anglais quasi parfait, très américanisé quand même. Oui, elle, c'est un bon exemple, Eric, parce qu'elle vit, comme vous le savez, en Floride. Elle bénéficie des facilités d'un camp d'entraînement en Floride. C'était autrefois chez Nick Bollettieri. Elle s'est fâchée avec lui pour une histoire de gros sous. Elle parle anglais vraiment comme une vraie Floridienne, et on a même parfois du mal à la suivre. Elle parle très très rapidement. Elle a un débit un peu nasal, etc. Mais enfin, on s'y fait. Alors, petit jeu, avant de voir avec vous ce qu'ont été en fait les temps forts au niveau des anecdotes du tournoi. Le prix Orange, le joueur le plus sympathique. Je dirais peut-être que c'est le Suédois Stefan Edberg. Malheureusement, je ne lui porte pas bonheur, puisque comme vous savez, il a été sorti par l'Espagnol Bruguera dès le premier tour. Pour le prix Orange, oui, je crois que le Suédois Stefan Edberg le mériterait, et le Soviétique Andrei Chesnokov. Et chez les femmes? Chez les femmes, Monica Seles. Monica Seles tout à fait charmante. Jenny Caprietti, l'américaine, très gentille, malgré l'entourage. L'entourage est parfois difficile pour ces très très jeunes joueuses. C'est un peu le baby-boom qui veut cela. Monica Seles, sans doute. Nous allons revenir sur Monica Seles dans un instant. Les prix Citron. C'est plus délicat, ça. Allez. C'est plus délicat, ça. Chez les hommes. Henri Lecomte a fait beaucoup de progrès, il est devenu très gentil. C'est un ancien prix Citron qui devient prix Orange. L'Allemand de l'Ouest, Boris Becker, autre victime de marque du premier tour, n'est peut-être pas le plus sympathique, managé par Jon Tiriac, un peu dur. Et chez les femmes? Chez les femmes,
Chez les femmes, je ne vois pas très bien de prix citron, si ce n'est l'entourage du tennis féminin. Non, c'est vrai, Eric. L'entourage du tennis féminin qui crée vraiment une grande tension. Peut-être une ou deux représentantes des pays de l'Est, les sœurs Maleva. Comment? Les sœurs Maleva, elles ne sont pas habituées? Oui, elles ne sont pas habituées, mais c'est pas vraiment un prix citron, c'est un prix, disons, mandarine. Alors vous êtes galant. Exemple d'interview réalisé par Nelson Montfort, c'était juste après la finale, samedi après-midi avec Monica Seles, qui vous confiait en direct ce qu'était son programme pour la soirée d'hier et cet après-midi. They're playing Germany. There are a couple other teams I love, and just for relaxation, I would probably Alors, Monica football. Monica est en train de nous dire qu'elle n'envisage pas de folie particulière pour ce soir, mais que demain, en compagnie de sa famille, elle va donc partir pour l'Italie pour voir un match de football qui va opposer la Yougoslavie à la RFA. C'est du reste une corrélation assez amusante. Yugoslavia against Germany. Nothing planned for tonight's special. Rien de très prévu pour ce soir. Have a big party. Ah bon, quand même. Voilà, c'était en direct sur la 3, comme pratiquement tous les jours, il ne vous a rien manqué, hormis la finale homme sur la 3. Nelson Montfort, les Français, vous avez parlé français surtout pendant la première semaine. Hein. C'est exact, parce que vous allez me dire que les Français se font rares dans la deuxième semaine, Eric. Oui, il y a une ou deux anecdotes. La première concerne Yannick Noah, le premier soir, dans son match gagné 7-5 au dernier set contre l'Espagnol Clavette. Nous avions repris en direct sur FR3, nous avions fait une audience record de près de 18 points. Il tremblait littéralement comme une feuille, il n'a pas voulu venir au micro tout de suite. Il a dit attends, laisse-moi un peu me calmer. Il était comme ça, vraiment de tous ses membres, vraiment comme s'il avait gagné la finale. Ce n'était pas du cinéma quand il s'était roulé sur le court, vraiment, il vivait ça un peu. C'était 83 ressuscités, c'était un premier tour. Et puis alors la deuxième concerne à la fois Henri Lecomte et le soviétique Chesnokov. Vous savez que ce match a été interrompu à cause de la pluie, par la nuit, etc. Allait-il jouer, n'allait-il pas jouer? Toujours est-il que nous avions diffusé ce remarquable sujet de Bruno Mont-Saint-Jean sur Andrei Chesnokov, un sujet qui d'Océanique, oui, absolument, qui vraiment, je crois, marquait la vie de ce joueur, montrait ce joueur à travers un aspect totalement inconnu. Et bien Henri Lecomte, juste au moment où il pensait peut-être affronter Chesnokov, était installé dans la salle d'interview du cours central, à mes côtés, en train de regarder le sujet, et il a dit vraiment, cet Andrei, c'est vraiment un garçon bien. Il aurait pu... Ah oui, c'est bien comme je crois que c'est une jolie histoire, et ça illustre peut-être aussi un peu ce qu'est le nouveau Lecomte. Merci Nelson Montfort de nous avoir accompagnés dans ce journal. Merci pour vos interviews parfaitement bilingues. Je l'avais dit avant l'ouverture du tournoi, je le redis à la fin de cette édition. Vous êtes pendant ces 2 semaines un peu dans votre bunker, je dirais. Vous êtes comme un festivalier à Cannes qui ne verrait jamais un film. Vous avez pu voir un peu de match ou pas? Oui, tout de même. Je vois les matchs. Nous bénéficions d'une petite loge qui se trouve juste à l'entrée, si vous voulez, du vestiaire des joueurs. Et puis il est très important d'être là malgré tout pendant presque toute la durée du match. On ne sait jamais, une blessure, tout peut arriver. Alors on dit que parfois après la quinzaine de Roland-Garros, les gens se mettent à mieux jouer au tennis. Moi j'ai pris vraiment des exemples très humains. Alors je vais essayer à partir de demain, qui sait peut-être avec vous, Eric. Merci à Nelson Montfort. Rendez-vous pris. Pour la première fois, les finales de Roland-Garros ont été retransmises dans la quasi-totalité des pays de l'Est, la Roumanie s'offrant même le luxe d'un envoyé spécial, un journaliste pour suivre le tournoi. La chose ne s'était jamais produite, même à la grande époque de Nastase et de Tiriac. Portrait Caroline Sims. Ion Garbiescu a 51 ans. Il a attendu plus de 20 ans avant de pouvoir sortir de son pays pour faire son métier de journaliste sportif. Mon plus grand rêve, c'était de venir ici, à Roland-Garros, même une seule fois. Et cette année, mon rêve se réalise. Ion travaille pour l'unique journal sportif de Roumanie, la Gazeta Sporturilor. Spécialisé en tennis, il n'a jamais pu couvrir un tournoi, même à l'époque glorieuse des Roumains, lorsque Nastase remportait Roland-Garros. Ses reportages, il les a toujours faits par téléphone de Bucarest. Désormais, Ion a un passeport, le premier de sa vie. 3 jours après la chute de Ceausescu, tous les journalistes en ont reçu un. Pour le régime de Nicolae Ceausescu, nous étions tous d'éventuels espions si nous allions à l'étranger. Surtout pour nous, les journalistes, appelés à nous déplacer en Occident. C'est pourquoi le régime nous l'interdisait. Maintenant, le problème, c'est l'argent. Pour aller à l'étranger, il faut des devises et les journalistes, comme tous les Roumains, n'en ont pas. Ion Garilescu fait figure de parent pauvre parmi les 600 journalistes présents à Roland-Garros. Pour vivre ici, on m'a donné 100 francs par jour pour me loger et 80 francs pour me nourrir. Je savais que ce serait très dur de trouver un hôtel à ce prix, mais grâce à un ami, j'en ai trouvé un à Créteil pour 120 francs la nuit. Il reste donc 50 francs à Ion pour vivre, mais cette galère est effacée par sa joie de voir enfin un tournoi en direct.
La Coupe du Monde de football décidément marquée par la violence pour l'instant en dehors des stades. Violents affrontements aujourd'hui avec des hooligans ouest-allemands et non pas britanniques. Le phénomène est réellement européen. Il y a eu beaucoup d'incidents aujourd'hui, je vous le disais. 13 personnes ont été arrêtées, tous des Allemands dans le nord de l'Italie, près du lac de Garde. 55 autres ont été interpellés à la suite d'affrontements à Milan entre supporters allemands et supporters yougoslaves. Vous savez qu'il y a à 21h ce soir le choc entre RFA et Yougoslavie. On a joué cet après-midi et vous avez peut-être pu suivre en direct sur la 3 un match un peu fou, un match très plaisant en tout cas, où les États-Unis ont été véritablement atomisés par la Tchécoslovaquie sur le score de 5-1. Premier score fleuve que nous commente Jean-Philippe Guillen. Regardez bien cette action, c'est la seule véritable offensive des Américains en première mi-temps. Ensuite, les Tchécoslovaques en maillot rouge vont profiter des grossières erreurs de marquage de la très jeune défense américaine. Premier but de Skuravi après 25 minutes de jeu. Les trois défenseurs se sont précipités trop vite sur le porteur du ballon, laissant son coéquipier entièrement démarqué. 10 minutes plus tard, nouvelle erreur des Américains, décidément trop fébrile. Windisham va faucher un attaquant tchèque. Le pénalty est indiscutable. Bilek le transforme, 2-0, c'est le score à la pause. Dès la reprise, les Tchèques aggravent le score sur corner. Asek au premier poteau trompe facilement Meola. Réduit à 10 à la suite de l'expulsion d'un de leurs joueurs, les Américains vont pourtant inscrire le plus joli but de la rencontre. Caligiuri, le seul véritable joueur d'expérience des États-Unis, prend toute la défense tchèque de vitesse, marque dans le but vide et ramène le score à 3-1. Mais dans le dernier quart d'heure, les joueurs de l'Est vont prendre le large par Skuravi. Skuravi très content d'avoir marqué 2 fois. Les Tchèques vont même rater un pénalty trop mollement frappé par Bilek. À la dernière minute, Luovi, fraîchement entré en jeu, clôt la marque de près. Score final 5-1. Les joueurs américains, universitaires ou semi-professionnels, n'ont pas pesé lourd face à la Tchécoslovaquie, qui en a profité pour soigner son capital but en vue de la qualification. De l'équitation pour terminer ce journal, mais de l'équitation américaine, c'était à Reims. L'équitation américaine, oui, c'est très différent. Ici, ce n'est pas le cavalier qui maîtrise le cheval, mais l'inverse. Regardez. Yeah. Must be one around. He likes it. Yeah, he likes that. You can do that. Scène de la vie quotidienne dans une petite ville du Texas, presque, tout y est. Mais cette fois-ci, la petite ville s'éteint que France, dans l'agglomération rémoise. Pas de chichi, ceux qui sont là concourent pour 17 épreuves d'équitation américaine. Western Riding, Trail, Cutting. Toutes ces compétitions ont un point commun, le Quarter Horse. Le Quarter Horse, c'est une race de chevaux qui a été formée en Amérique pour travailler sur les ranges. C'est sûr que le Quarter Horse est formé de plusieurs races de chevaux au départ qui donnent l'habilité au cheval de pouvoir travailler les vaches, de pouvoir travailler sur les ranges, tout en étant très agréable pour les enfants. La particularité du travail à l'américaine, c'est que l'animal fait tout lui-même. Le cavalier a fait le dressage avant, à l'entraînement. Pendant les épreuves, c'est au cheval de jouer. L'équitation classique telle qu'elle est pratiquée est enseignée un peu d'une manière militaire. Je ne cache pas qu'elle m'a rebuté jusque-là. C'est comme ça que je suis venu à l'équitation américaine. Nous cherchons à avoir des chevaux qui marchent à une main avec ce qu'on appelle des guides loose pour pouvoir travailler avec les jambes et avoir toujours cette main libre. Au départ, c'était pour pouvoir utiliser le lasso. 2 juges de l'Ontario se sont déplacés pour noter les 117 chevaux inscrits. Des shows de cette envergure dans l'Hexagone sont rares. Il existe depuis 1989 une convention au Touquet, c'est tout. Reims reste donc à conquérir pour l'association française des Quarter Horse, qui ne compte pour l'instant que 250 membres. Dans un instant, la météo de Michel Touré qui retrouve son sourire avec le retour du soleil. Je vous retrouve pour Soir Froid à 22h15. Très bon début de soirée.